bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité toulousaine de ce vendredi 23 novembre. Nous nous trouvons devant l'usine Coca-Cola de Castanet. Les salariés sont en grève aujourd'hui pour protester contre le plan social qui prévoit la suppression de 170 postes en France. Les comptes de la ville en question ce matin lors du conseil municipal. Les membres de l'opposition dénoncent une dégradation des finances. Pierre Cohen leur répond. Et enfin, portrait d'une auto-école sociale à Bagatelle. Au-delà du permis, le challenge est celui de l'insertion. Au conseil municipal, il flottait comme un air de campagne électorale avant l'heure. La faute à la publication du bilan comptable de la ville, période 2006-2011, par la Chambre régionale des comptes. Ce bilan a offert l'occasion à Jean-Luc Moudingue de pointer la dégradation des comptes municipaux. Il s'appuie notamment sur le montant de l'épargne, passé de 259 millions d'euros en 2006 à 138 millions d'euros en 2010. Nous avons laissé une situation extrêmement favorable à la majorité actuelle. La majorité actuelle, elle fait diminuer l'épargne, c'est-à-dire qu'elle a de moins en moins de marge pour financer les investissements, ce qui pose la question de la pérennisation des investissements. Depuis 23 ans, à Toulouse, on n'empruntait plus. Sans surprise, sur le même rapport, Pierre Cohen tire des conclusions diamétralement opposées. Il rappelle que la Chambre régionale des comptes confirme le poids de l'endettement de Tisséo, estimé à 1,3 milliard d'euros en début de mandature, sur les finances et l'épargne de la commune. Et s'il a fallu piocher dans les réserves héritées de la précédente municipalité, c'est aussi, selon Pierre Cohen, pour en finir avec un certain immobilisme. Nous considérons que nous avions un retard énorme en termes ne serait-ce que par exemple d'écoles ou un certain nombre d'équipements, mais aussi en même temps en termes d'épargne confortable, mais qui ne servait strictement à rien, puisque vous le savez, les communes n'ont pas le droit de placer d'argent, donc il y avait une fiscalité qui était prélevée aux Toulousains et qui ne servait strictement à rien. Pierre Cohen a rappelé que la ville n'a pour l'heure contracté aucun emprunt. Pour autant, le recours à cette éventualité ne sera pas tabou s'il s'agit de faire face aux besoins en développement d'une ville qui accueille chaque année près de 7000 nouveaux habitants. Une quarantaine de salariés de Coca-Cola ont manifesté cet après-midi devant l'usine d'embouteillage de Castanet-Tolosan. Ils se sont mis en grève pour dénoncer un plan social annoncé il y a un mois. Aucun poste ne devrait être supprimé dans cette usine de production, mais le sud-ouest devrait être touché. Des postes de commerciaux et de managers seraient notamment visés. Sur la France entière, il y a 172 postes de supprimés. Sur la région sud-ouest, il y en aura environ 23 ou 24. En fait, ils réunissent tous les postes à Paris, sachant que la société distribue des dividendes énormes à ses actionnaires tous les ans, que cette année encore, ils font plus de 8% de bénéfices. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait vraiment des négociations sérieuses qui se fassent entre la direction et les syndicats. Qu'en effet, on arrive, même si on sait que des licenciements auront forcément lieu, parce qu'en fait, il y a des directions régionales qui vont fermer. Donc tout ce qui est postes administratifs sur place vont forcément être amenés à disparaître. Alors, on demande quand même qu'il y ait une étude qui soit faite pour qu'il y ait moins de licenciements qui soient arrivés d'ici juin. Selon la direction, qui ne veut pas entrer dans les détails du plan social tant que les consultations ne sont pas terminées, cette journée de grève n'aurait eu aucun impact sur les lignes de production. Elle réaffirme qu'aucun site industriel ne serait menacé et que des investissements seraient en cours sur les 5 usines du groupe en France. Cette réorganisation serait le fruit d'une réflexion afin d'être au plus près du fonctionnement actuel des centrales d'achat. Les internes poursuivent leur mobilisation contre la proposition de loi 296. Aujourd'hui, dans le jardin du Capitole, il s'agissait de sensibiliser la population. Le texte autoriserait les mutuelles à mettre en place leur propre réseau de soins. Praticiens et étudiants en médecine s'y opposent. Concrètement, ça veut dire que les mutuelles vont avoir des pools de praticiens à eux, avec lesquels ils auront signé des contrats. Et vous, en tant que patient, quand vous irez voir ces praticiens, vous serez remboursé. Quand vous voudrez aller voir d'autres praticiens parce qu'ils sont plus près de chez vous, parce que c'est des gens qui vous ont été conseillés, vous serez peu ou moins remboursé ou pas remboursé. En grève depuis le 12 novembre, les étudiants en médecine tirent la sonnette d'alarme. On permet à des organismes privés de contrôler les actes, les prescriptions, et ça, pour les patients, c'est une catastrophe. La proposition sera débattue à l'Assemblée le 28 novembre prochain. Hier, la CGT a organisé ses états généraux du rail. Le principe, débattre publiquement de l'état et de l'avenir des transports ferroviaires. Localement, la CGT de Saint-Jory les a tenus au centre culturel de l'Espinasse, non loin du centre de triage du fret de la SNCF. Régionalement et nationalement, le fret se porte très mal, puisque c'est une activité qui est fortement endettée.
Et les politiques mises en place donc, par la direction de fret SNCF, malheureusement, ne développent pas le fret. Aujourd'hui, les entreprises privées en transportent de plus en plus et malgré l'ouverture à la concurrence, le transport par fer diminue d'année en année. Pour inverser cette tendance, il faut vraiment une politique publique avec la reprise du wagon isolé, une politique de volume pour alimenter les triages, ou réouvrir les triages comme celui de Saint-Jory qui a fermé en 2006. C'est les véritables poumons de l'activité économique régionale. En 1980, le centre de triage de Saint-Jory était connu pour être le plus moderne d'Europe, avec un traitement jour de 2000 wagons. Son but était la recomposition automatique des trains de marchandises en fonction de la destination d'arrivée. Cela représentait 250 emplois directs. Aujourd'hui, cette activité est devenue secondaire et le centre de Saint-Jory est devenu un garage de locomotives. La seule activité fret qui demeure est celle des conteneurs et caisses mobiles sur wagon. Depuis 2 ans, une dizaine de SDF se sont installés sur un campement à Saint-Martin-du-Touche après leur expulsion de l'île du Ramier. Certaines voix, comme celle de l'ancien maire de quartier, s'élèvent actuellement pour demander leur relogement. Je souhaiterais vraiment qu'il y ait une mobilisation des acteurs sociaux pour leur trouver au cas par cas, et je sais que ce n'est pas simple, mais leur trouver un logement pérenne. Les Don Quichotte ont fait circuler une pétition et s'insurgent contre la situation de 2 d'entre eux, installés quelque temps avant les autres sur le terrain et ayant des problèmes de santé. Au dire des autres personnes du campement, ces 2 SDF se seraient peu à peu exclus du groupe en ne respectant pas certains engagements signés comme une petite participation financière à l'électricité. L'une de ces 2 personnes va prochainement être relogée. Pour les autres, le campement n'est pas une si mauvaise alternative. On est mieux là que là où on était avant. Parce qu'on a l'électricité et l'eau à proximité. Moi, ce que je pense, si je dois bouger de là, c'est pour avoir meilleur. C'est pas pour avoir pire. Pas pour me retrouver dans un studio avec 2 gros chiens. Une association qui a signé une convention avec l'État concernant ce projet les accompagne au quotidien. Soit le camion ou la caravane sont pour eux un véritable logement. C'est leur choix. Donc nous, on les accompagne avec les services de l'État pour améliorer donc, leurs conditions de vie, justement améliorer l'accès à l'hygiène et l'aménagement du terrain. Prochaines étapes, l'amélioration de la salle commune et la mise en place de 2 douches. 1 seconde, 2 secondes, top. Expliquer de manière claire le code de la route, en l'occurrence les distances de sécurité, un exemple des cours prodigués par cette auto-école sociale implantée à Bagatelle. Il y a des mots qu'on ne comprend pas dans une auto-école classique parce qu'il n'y a personne qui va nous expliquer c'est quoi comme mot, et là on comprend bien. Le but du dispositif s'appuyait sur la formation du permis de conduire en vue d'une insertion. Plus qu'un but, le permis est un moyen. Il y a beaucoup d'offres d'embauche qui disent permis obligatoire, c'est vrai. Mais c'est aussi avoir obtenu le permis de conduire. C'est être fixé un objectif et l'avoir atteint. Et ça, c'est très 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 important pour des personnes qui souvent ont un niveau de scolarité assez faible, sont dans une situation d'inconfort vis-à-vis de la recherche d'emploi. Ça permet de les mettre en confiance. Le dispositif permet également d'accéder plus facilement sur le plan financier à la formation, à condition d'être orienté par une structure d'insertion. Je suis passée par un organisme qui a monté mon dossier, qui a proposé au niveau de la CAF, et c'est la CAF qui prend une partie et il me reste une très, très petite partie à payer. En l'occurrence 400 €. En contrepartie, l'auto-école impose des journées obligatoires de cours. Une méthode qui porte ses fruits puisque depuis avril, une quinzaine de permis ont été obtenus, soit un taux de réussite de 100%. Le street art à l'Institut Cervantes dans le cadre de Graphéine organisé par Pink Pong. 30 artistes espagnols proposent jusqu'au 21 décembre une exposition de leur travail graphique allant de la bombe au pinceau sur différents supports avec notamment des skateboards.